Voilà. Alors ce soir, donc pour la deuxième fois de l'année, c'est une soirée, on va dire, bioéthique, dans les questions de morale liées à la vie. Donc je voulais un peu revenir avec vous sur l'actualité finalement assez récente. Souvenez-vous, le 11 juillet 2019, mourait Vincent Lambert au CHU de Reims. Je pense que même si vous étiez en vacances, vous avez entendu parler, on en parlait partout. Il y avait une couverture médiatique assez énorme. Donc je voulais revenir sur vous à la fois pour revoir aussi le cas tout à fait particulier. Il me semble que c'est important pour nous catholiques d'apprendre à, voilà, non pas simplement à vivre au fil de l'actualité et de l'émotion. Quand on était dedans, c'était très chargé en émotions, c'était assez irrationnel. Des attaques aussi des deux côtés d'ailleurs. Je ne voudrais pas ce soir par exemple, critiquer la femme de Vincent Lambert qui était plutôt pour l'arrêt des traitements et l'arrêt de l'alimentation de son mari. Les choses étaient complexes. On a souvent caricaturé ses parents, souvenez-vous, dès qu'on parlait de la femme Lambert, des parents qui d'ailleurs étaient catholiques, intégristes. Oui, donc tout de suite, bien catholique, moins 10, intégriste. Là, on est en dessous, là, c'est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Visiblement, ils étaient proches de l'abbaye du Barou. J'étais aujourd'hui à la fondation à Agen, chez les moines du Barou. Je ne suis pas des intégristes et je ne pense pas que je sois intégriste. Oui, je leur donnais des cours de bioéthique. Voilà, catholique intégriste, c'est comme, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pour certaines personnes, la religion apparaît. Alors ça dit, je pense simplement, ça n'est fait pour discréditer l'idée que, comme ils étaient catholiques, forcément, ils étaient des conceptions sacralisantes, sacrées de la vie, et donc ils étaient des acharnés et intégristes, donc irrationnels, donc jusqu'au boutiste. Catholique sans doute, intégriste, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, intégriste. Évidemment, après, ce qui était un peu dégueulasse, je trouve, c'est qu'on a fait un peu tout l'historique. On a découvert que les parents de Vincent Lambert, donc sa famille catholique, étaient eux-mêmes divorcés, que la maman de Vincent Lambert était l'amante de M. Lambert. Vous voyez, donc oui, en plus, il a été conçu dans le péché, voilà, ce qu'on disent les médias. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a à faire de savoir la vie de cette famille? Ouais, tout a été exposé à nu. Et puis on a pu entendre aussi, du côté peut-être de certains catholiques, peut-être un peu extrêmes dans leurs propos, accusant quasiment la partie de la fratrie et l'épouse de M. Lambert, Vincent Lambert, comme étant peut-être des gens qui avaient des volontés homicides ou voulant se débarrasser de son mari pour refaire sa vie. Mais voilà, donc je pense que ce soir, on ne va pas rentrer dans ces extrêmes qui ne sont pas justes, on n'a pas jugé ces personnes. D'ailleurs, on va voir que c'est très compliqué et on peut comprendre, je dirais, le poids qui pesait sur les deux parties, sur les parents et une partie de la fratrie qui était opposée à la mort de Vincent Lambert, et l'autre partie, avec sa femme et une partie de la fratrie, qui, on verra, alors est-ce qu'ils ont voulu la mort? C'est plus complexe, on verra, en tout cas ils ont voulu un certain type de procédure qui a conduit à la mort. Voilà. Et comprendre qu'il y a un poids qui pesait de côté et que la décision n'est pas c'est plus complexe qu'on le pense. Vous voyez, ce soir, l'idée, c'est on sort du blanc, du noir, on essaye de rentrer dans la pensée un peu plus complexe, de voir. Alors, je me suis amusé à regarder, je me suis dit, tiens, l'affaire Lambert, c'est un feuilleton judiciaire. Pour ceux qui font du droit, c'est vraiment un cas d'école, un feuilleton judiciaire. Il y a tellement d'épisodes. Alors, la page Wikipédia est pas mal faite. Alors, je pense que je vais méfier. Il y a tout le rappel des dates. Tous les arrêts de jurisprudence, les démarches. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, ça va pas être trop long, mais je vais vous en lire une petite partie. J'ai résumé évidemment, pour voir la complexité des acteurs, la réalité qui s'est vécue. Alors, donc Vincent Lambert d'abord est tombé dans le coma le 29 septembre 2008. Donc 2008 on note, 2019, ça fait 11 ans. 11 ans de coma. Donc un accident de la route provoque un traumatisme crânien qui va le plonger dans un coma. Donc il va pas Alors il va se réveiller, mais dans un état de ce qu'on appelle de conscience minimale. En termes techniques, c'est Pochi relationnel. C'est-à-dire qu'il y avait un état de conscience. Vous avez tous vu ces vidéos, Vincent Lambert avec les yeux ouverts. Semblant réagir ou non, difficile à interpréter à certains stimulus,
la voix de ses parents. Voilà. Donc il y a visiblement un état de conscience, mais minimal. C'est-à-dire difficile de savoir, avec les appareils dont on dispose actuellement, si vraiment il réagissait à l'environnement, était capable d'interagir. Ses parents semblaient dire que oui. La vidéo assez d'ailleurs un peu troublante de sa mère lui parlant, disant ils vont te débrancher, et on a l'impression de voir une larme qui coule. Voilà. Bon, ce qu'il fallait poster cette vidéo, je ne sais pas, mais on comprend le cœur d'une mère qui veut sauver son fils. Après, c'est difficile. Est-ce que c'était une larme? Est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il comprenait? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Il va mourir le 11 juillet 2019. 11 juillet, d'ailleurs, c'est la Saint-Benoît. C'est intéressant pour des gens qui étaient très liés à la bibliologie. Le 11 juillet 2019, à 8h24, au CHU de Reims. Alors, entre-temps, donc en 2013, celui qui bon, 5 ans après son accident, à peu près, une procédure collégiale au CHU de Reims, avec l'accord de l'épouse, Rachel Lambert, qui est sans doute la personne de confiance qu'on consulte, mais sans en informer ses parents et ses frères et sœurs, décide que le maintien des soins d'hydratation et d'alimentation artificielle constitue un cas de ce qu'on appelle d'obstination déraisonnable ou combinément ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Et donc, décide d'arrêter l'alimentation et de limiter l'hydratation. Ouais, ce qu'on appelle, voilà, il y a une procédure collégiale. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, c'est pas la femme qui s'est réveillée à un moment, il faut arrêter de le nourrir, c'est de l'acharnement thérapeutique. Il y a des lois en France, il y a la loi Leonetti, qui est la loi sur la fin de vie, qui encadre. Tout ça est très encadré. Et puis, ce qu'on appelle des bonnes pratiques, ce sont des guides, ils sont publiés à destination des personnels soignants, en général des gros documents, qui, selon les cas, expliquent les procédures à suivre. Entre autres, lorsqu'on prend une décision de limitation ou d'arrêt de traitement, il faut consulter non seulement le médecin, la personne de confiance, peut être l'époux ou l'épouse, et une équipe collégiale qui est constituée de médecins, d'intervenants qui ne sont pas dans l'équipe médicale proche, qui ne sont pas impliqués dans le dossier. Oui, donc il y a des garde-fous. Donc ils ont tous estimé que ça semblait rentrer, ils ont jugé dans ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un moment, les traitements que l'on donne ne font plus effet, sont disproportionnés, ne correspondent plus à la réalité. Par exemple, vous êtes en fin de vie, vous avez un cancer, je ne le souhaite pas, et plus on vous donne de la chimio ou la radiothérapie, mais ça n'a plus d'effet. Ça a le seul effet de vous fatiguer et de vous épuiser, mais ça n'a plus d'effet thérapeutique. Vous êtes en fin de vie, donc là, on arrête. Sinon, si on continuait, ça serait de l'obstination, on s'obstinerait de manière déraisonnable. Vous comprenez le terme? Voilà. Bon, 11 mai 2013, le tribunal administratif ordonne le rétablissement de l'alimentation. Donc vous voyez, un mois après, on rétablit l'alimentation. Donc il y a un autre jugement qui va casser, donc sans doute que les parents on a appelé au tribunal administratif, voilà. Et le tribunal justifie sa décision par l'absence de consultation des membres de la famille de Vincent Lambert qui ont saisi la justice. Que de fait, sans doute il y a une erreur dans la procédure collégiale, on est quand même censé consulter les proches. Voilà. Janvier 2014, vous voyez, donc un an après, ou 7-8 mois après, le tribunal administratif de Châlons-Champagne est saisi à nouveau, demande de ne pas appliquer la nouvelle décision, estime que la poursuite du traitement n'était ni inutile ni disproportionnée et n'avait pour objectif le maintien. Donc le tribunal administratif va casser la précédente décision du tribunal administratif et donc va redonner raison à la procédure collégiale. Donc dire finalement il faut recommencer l'arrêt des traitements ou il faut arrêter à nouveau. Voilà. 24 juin 2014, le Conseil d'État considère légale la décision du CHU et quelques heures plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est saisie par la famille de Vincent Lambert, ordonne à titre conservatoire la suspension du jugement. Et donc, on interdit le déplacement du malade et on interdit d'arrêter son alimentation, son hydratation. Vous voyez, donc une espèce de ping-pong. Une instance défait ce que l'autre a fait, une instance supérieure, le Conseil d'État, non, dit c'était bien légal. Et une autre, la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc on voit la famille qui va plus en plus haut, au-dessus du Conseil d'État. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui, là, de manière prudentielle, dit bon, pour l'instant, on suspend de manière provisoire le jugement. Juin 2015, la Cour européenne des droits de l'homme rend sa décision sur l'arrêt des soins. Vous voyez, donc ils ont eu besoin de plusieurs mois. Par 12 voix contre 5,
elle estime qu'il n'y aurait pas de violation de l'article 2 en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d'État autorisant l'arrêt des soins. Voilà. Donc le droit de l'homme dit, bon, ça ne va pas contre les droits de l'homme, finalement, surtout contre les droits à la vie, si, dans ce cas précis, on arrête les soins. Les traitements. Les traitements, alors je reviendrai dessus, ce qu'on appelle traitement pour Vincent Lambert, les seuls traitements qu'il avait, c'était l'alimentation et l'hydratation. Il n'y avait pas de choses. Il n'avait pas d'assistance respiratoire, il me semble, de ce que j'ai compris du dossier médical. Il avait des soins de base aussi, je pense pour paquet d'escar, on le bougeait dans son lit, il y avait les toilettes, les soins de base. Mais le seul geste médical un peu technique, c'était l'alimentation et l'hydratation. Alors on va voir. C'est là où je vais. Pour l'instant, je donne les faits et on va juger après. En tout cas, pour le procédure collégiale, le tribunal administratif, le Conseil d'État, on serait dans un cas d'acharnement thérapeutique. Alors, avril 2018, à la suite d'une 4e procédure collégiale, donc ils sont quand même réunis 4 fois, les médecins, annonce sa décision d'arrêter les traitements sous 10 jours. Voilà. En 2018, donc on s'est dit, il n'y a plus 10 jours à vivre. Novembre 2018, les experts mandatés par la justice confirment son état végétatif chronique irréversible. Le rapport indique également que ses besoins fondamentaux primaires ne relèvent pas de l'acharnement thérapeutique ou d'une obstination déraisonnable. Donc il y a un autre jugement qui dit, non, ok, il est dans un état végétatif chronique irréversible, ça ne veut pas dire grand-chose. Plutôt dans un état relationnel minimal qui semble irréversible, sans doute en raison de liaisons cérébrales. Mais on estime que les besoins fondamentaux primaires, c'est-à-dire l'hydratation et l'alimentation, c'est primaire, c'est basique, tout le monde a besoin d'être nourri et alimenté, ne sont pas un cas d'obstination déraisonnable. Et donc, il n'y a pas de mesure d'urgence. Janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-Champagne valide la procédure d'arrêt des soins, avec l'idée que le tribunal, les experts, avaient fait preuve de partialité. Voilà. Avril 2019, le Conseil d'État estime que la décision d'arrêt des soins du 9 avril 2018 est justifiée, malgré l'opposition des parents. Mai 2019, le gouvernement dépose un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Paris. Je vous rappelle, la Cour d'appel de Paris était saisie par les parents qui avaient demandé l'arrêt des traitements. Et bien le gouvernement intervient et casse la décision de la Cour d'appel. Et donc, voilà. Ce qui fait que le 28 juin 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel sans renvoi. Et 3 juillet 2019, on décide effectivement de l'arrêt des traitements. Et donc, il meurt le 11 juillet, quelques jours plus tard. Voilà. Et les parents arrêtent. Ils auraient pu faire d'autres cours, mais je crois de guerre lasse. Vous vous rappelez, dans la presse, c'est assez terrible. Ils ont dit, voilà. Maintenant, on se tait, on arrête. Il va mourir. Et maintenant, on demande à ce que chacun prie et garde le silence pour rester assez digne. Vous voyez, donc, j'ai sapé en plus je n'ai pas tout mis dans mon résumé. J'ai sapé des éléments. Si vous intéressez, vous irez voir en ligne. On trouve assez facilement ces infos. Donc, c'est hyper complexe. Vous voyez, jusqu'en 2013, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, je pense que tout le monde y croit encore. Tout le monde y croit encore. Je pense sans doute la fin de Vincent Lambert aussi. Et il y a un moment, vous comprenez, il y a une usure. 5 ans. 5 ans, c'est long quand on a un proche qui est dans cet état-là. 5 ans sans évolution. 5 ans, quand à un moment même, on dit c'est irréversible. Au début, on espère. Donc, il faut se mettre à la place, je pense, de la fratrie, de ceux qui étaient pour l'arrêt des traitements, de l'épouse de Vincent Lambert. Voilà. Ensuite, on est d'accord que ce n'est pas une vie humaine enviable. Personne ne voudrait partager le sort de Vincent Lambert. Ça, c'est un fait. C'est une situation extrême. Techniquement, ça s'appelle une situation extrême. Voilà. C'est une chose. Voilà. Alors, maintenant, l'idée, c'est de regarder pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que c'est possible d'abord? Pourquoi est-ce que c'est possible? C'était pas possible autrefois, ça n'aurait pas été possible il y a quelques années. Pourquoi c'est possible maintenant? La loi a changé. Le droit français a évolué sur ces questions-là. Alors, que dit la loi? Alors, la dernière mouture de la loi, c'est la révision faite sous la conduite des rapporteurs Leonetti et Claes en 2016. Donc, c'est récent. Et donc, Vincent Lambert, c'est 2019, 2016. Voilà, donc c'est la dernière.
un des articles dit que lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, donc ça c'est Vincent Lambert, incapable d'exprimer sa volonté, et au titre du refus de l'obstination déraisonnable, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. Deuxième article, la nutrition et l'hydratation artificielle, dont bénéficiait Vincent Lambert, après c'est les deux traitements dont il bénéficiait, nutrition, alors, je sais pas si vous, moi je ne suis pas un médecin ou un infirmier, mais l'alimentation artificielle, donc c'était par voie veineuse, et l'alimentation, je pense qu'il n'était pas nourri par voie parentérale, il n'était pas nourri par une sonde, mais il était nourri, on voit des vidéos de manière à peu près normale. Mais peut-être qu'il était nourri par sonde, peu importe. Oui, donc nourri artificiellement, eh bien la loi estime que ça constitue des traitements qui peuvent être arrêtés conformément à la ligne précédente et qui peuvent être arrêtés en cas d'obstination déraisonnable. Ça, c'est nouveau dans la loi. Ça n'était pas en 2005, lors de la loi Leonetti, l'alimentation et l'hydratation n'étaient pas considérés comme des traitements. La loi prévoyait qu'on pouvait arrêter les traitements quand ils étaient jugés déraisonnables. Je vois, utiliser par exemple une chimiothérapie. Mais la loi a changé et a fait glisser dans la catégorie de traitement ce qui normalement, c'est là mon premier désaccord, les accords aussi de l'Église et puis de beaucoup de médecins, normalement c'était ce qu'on appelle un soin primaire, c'est un soin de base. Nourrir et faire boire, nourrir et hydrater, c'est un soin de base, oui, d'accord. Enfin, ça n'a pas de visée curative ni thérapeutique. C'est un soin de base, de la même manière que bénéficier d'une toilette, bénéficier de pouvoir être ventilé, ce sont des soins de base. Sauf que c'est passé dans les traitements. Peut-être à cause du caractère artificiel, du fait qu'il faut une sonde, une technique. Peu importe, que ce soit artificiel, je prends un exemple, quand vous aurez des enfants, vous les nourrissez d'abord au biberon, c'est une alimentation artificielle. Il y a un artifice. Vous utilisez un instrument. Ça n'empêche pas qu'on n'imagine pas arrêter de nourrir son enfant en biberon. Voilà. Donc le premier problème, il est là. Le premier problème, il est là. C'est qu'on a basculé ce qui doit être de l'ordre du soin. Or, le soin ne peut jamais être arrêté légalement. Même si la personne, on arrête tout traitement médical, qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez un traitement médical, donc il n'y a plus de démarche thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça, on débranche tout, on éteint la lumière. Bon, Jojo, on reviendra quand ça sera fini. Hein. Non, la personne est accompagnée jusqu'au bout, il est dit, dans une démarche palliative, avec des soins de confort, donc l'alimentation normalement, l'hydratation, une présence, une toilette, on va bouger le corps du patient pour pas qu'il y ait des escarres. Oui, donc il y a il y a des soins et ceux-là, ils doivent être légaux, ils ne peuvent pas être arrêtés. On accompagne jusqu'au bout du processus naturel de mort. Oui, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, mais peut-être vous savez, je vous en parle ce soir parce que c'est important, parce qu'on peut être invité à le vivre pour un proche, nos parents, ou un ami. Moi, j'ai accompagné des amis comme ça. Il faut être préparé quand même. Il faut savoir comment ça se passe. Voilà. Jusqu'à présent, le seul motif moral qui permet d'arrêter l'alimentation et l'hydratation, c'est quand ça ne marche plus. Il y a des types de pathologies en fin de vie. Je parle de la fin de vie, c'est quand il reste quelques heures ou quelques jours à vivre, où, la nourriture n'est plus assimilée. Le corps, ça ne marche plus, il n'y a plus de fonction digestive. Donc là, vous arrêtez, vous n'allez pas mettre de la nourriture dans un corps qui ne la gère plus. Sinon, vous faites des catastrophes. Et il peut m'arriver, dans certaines maladies, il y a des cas d'œdème, on dit, la personne va retenir l'eau, le corps ne va plus l'intégrer, et donc on va faire souffrir la personne. Donc, dans ces deux cas-là, il est légitime d'arrêter ces soins-là, parce qu'ils n'accomplissent plus leur finalité. En dehors de ces deux cas-là, ils doivent être maintenus. Or, pour Vincent Lambert continuait les fonctions digestives de son corps étaient toujours fonctionnelles, ça marchait. Vincent Lambert pouvait toujours assimiler de l'eau, mais il ne faisait pas d'œdème, vous voyez. Donc, d'un point de vue moral, technique, il n'y a pas de raison d'arrêter. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Voilà. Même, je crois, au titre de l'obstination déraisonnable. Parce que, alors, le seul cas où ça aurait été l'obstination déraisonnable, je vous l'ai dit, c'est quand
voilà, simplement apporter de l'eau fait souffrir la personne. Là, ce n'est pas le cas. Donc, de fait, je pense, moi, je me serais rangé du côté de l'avis des experts mandatés par la justice qui ont dit ce n'est pas un cas d'obstination déraisonnable. Les besoins fondamentaux ne relèvent pas de l'acharnement thérapeutique, dans la mesure où ils accomplissent leur... Vous voyez ? Donc là, de fait, il n'y a pas de cas. Vous ne pouvez pas juger que c'est un cas d'obstination raisonnable. Vous voyez, donc normalement, légalement, bon, vous me direz, le jugement, il est subjectif, c'est quand même pas des idiots, les médecins. Je ne sais pas pourquoi ils ont estimé que c'était. Je pense que ils l'ont estimé compte tenu de l'état d'irréversibilité de M. Lambert. Le fait qu'il n'y avait aucun espoir de retour à une pleine conscience ou d'amélioration, ils ont estimé que parce que ces traitements ou ces soins le maintenaient en vie, maintenaient une situation qui était déraisonnable. Je pense que c'est là-dessus qu'a dû porter leur jugement. Ils ont estimé que c'était déraisonnable. Ils ont estimé que cette vie n'était plus viable, que la qualité de vie de M. Lambert était passée sous un certain niveau, qu'il fallait que ça devenait déraisonnable de maintenir cette vie dans cet état extrême. Alors je ne sais pas si vous savez, mais je crois qu'il y a, je retourne mon chiffre, il y a 1700 personnes qui sont actuellement dans le même état que M. Lambert. Pourquoi c'est le seul cas médiatisé ? Pourquoi c'est le seul cas qu'on arrête ? Je ne sais pas. Oui, donc les autres, on ne les a pas arrêtés. Pour les autres, on n'a pas estimé. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a sans doute une famille qui dit, mais non, nous, on est là, on continue. Il y en a qui sont depuis 20 ans dans cette situation-là. Voilà. Je crois que tout a commencé par le fait que la fratrie était divisée, la famille était divisée, que certains ont estimé que ce n'était pas déraisonnable et d'autres ont dit que c'était extrême et insupportable. On ne va pas juger les motifs, mais on peut comprendre aussi que les médecins ont voulu aussi... le problème, c'est que les demandes d'euthanasie sont, surtout quand le patient est hors d'état de sa volonté, ne sont pas le fait du patient, sont souvent le fait des familles qui ne supportent plus de voir leurs proches, ce qu'on peut comprendre. Mettez-vous à leur place, 10 ans comme ça, c'est difficile à supporter. Et qui ne supportent plus soi-même de vivre cette situation. Et donc, on peut comprendre qu'on puisse prendre une décision comme ça. Mais est-ce qu'on peut le prendre d'un point de vue moral ? C'est là que je voudrais revenir là-dessus avec vous, voir ce point. Alors, juste un point aussi, c'est que lorsqu'on décide, lorsqu'on a un cas d'obstination déraisonnable, qu'on décide d'arrêter tous les traitements et que la mort va survenir, c'est le cas de Vincent Lambert, si vous arrêtez de le nourrir et de l'alimenter, il va mourir. Donc la loi prévoit là qu'on fasse ce qu'on appelle une sédation profonde. Donc on l'a endormi de manière très profonde pour pas qu'il, dans la mesure où il percevait quelque chose, qu'il perçoive son état, sa souffrance. Ça va toujours. C'est-à-dire que dès qu'on arrête d'alimenter, hydrater, on endort. C'est pas ça qui cause la mort. Dans le cas de Vincent Lambert, ce qui a causé la mort, alors ce qui est particulier, c'est que Vincent Lambert, première question, était-il en fin de vie ? Non. Il était dans un état post-irrationnel. Il était vivant, M. Lambert, il n'était pas en fin de vie. Pas en fin de vie. Deuxième question, est-ce que les soins comme l'hydratation et l'alimentation, dans la mesure où ils fonctionnent, sont des soins déraisonnables ? Non. Ça, c'est clair. Donc déjà, il y a deux problèmes. Donc ça veut dire concrètement qu'on a décidé de mettre fin à la vie de Vincent Lambert pour des motifs compassionnels. Donc on a décidé de mettre fin à une situation pénible de quelqu'un qui n'est pas en fin de vie, qui a un état qui se rapproche d'une fin de vie, mais ce n'est pas la fin de vie. Donc ça ressemble quand même à techniquement ce qu'on appelle une euthanasie. Alors, l'euthanasie, normalement, c'est sur personne malade. Voilà. Il était malade, c'est sûr. Voilà. Alors, on va définir les termes. Quand on parle d'euthanasie, il y a beaucoup je voulais revenir avec vous là-dessus, il y a beaucoup d'imprécisions. Vous entendrez, on parle d'euthanasie active. C'est-à-dire, c'est pour faire mourir. Je fais, vous voyez, c'est les anges de la mort. Vous avez entendu parler, c'est ces infirmiers ou ces médecins qui, la nuit, viennent et tuent leurs patients avec une injection létale. L'ange de la mort. On dira, ça c'est actif. Vous voyez, on a fait un geste. On parlera d'euthanasie passive, quand on laisse mourir. Certains parleront d'euthanasie directe, quand on injecte une substance. Indirecte, par exemple, lorsqu'on donne un calmant ou une substance analgésique, c'est-à-dire qui calme la souffrance, mais qui aurait pour conséquence aussi de réduire l'espérance de vie. On dira, ça, attention, c'est l'euthanasie indirecte, mais c'est l'euthanasie. Certains diront euthanasie volontaire quand c'est conforme aux vœux de la personne. La personne veut mourir,
Donc on répond à sa demande. Involontaire, eh ben, lorsque, par exemple, M. Lambert, c'était involontaire, on ne lui a pas demandé son avis. Voilà. Alors, première chose, il y a une euthanasie, point barre. Ça n'existe pas, les euthanasies indirectes, volontaires, passives. Hein, tous les qualificatifs, tout ça, c'est pour noyer le poisson. Il y a l'euthanasie. Qui peut passer par des procédures directes, indirectes, involontaires et tout ça, soit une euthanasie, soit on n'a pas une euthanasie. On verra parce que les partisans de l'euthanasie font rentrer dans l'euthanasie des choses que nous ne considérons pas comme de l'ordre de l'euthanasie. Oui, donc d'abord, vous refusez d'utiliser les qualificatifs. Est-ce que oui ou non, ce qu'on a fait, c'était l'euthanasie, ce qu'on a voulu faire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'euthanasie ? Alors, première définition, hein, vous regardez un que sais-je. Vous connaissez l'expression que sais-je, connaissance universitaire, c'est toujours pratique, 100 pages, sur une question. L'euthanasie, dit-il, ça peut être l'acte ou l'omission, un acte ou l'omission. Ah, déjà, c'est intéressant. Ça peut être un acte. Je fais une piquouse. Piqûre. Je vais être enregistré. Une piqûre. Ou j'omets. J'arrête de nourrir. J'omets donner la nourriture. Je n'ai pas fait d'acte, j'ai fait une omission. Ou j'ai omis de rallumer le ventilateur, enfin l'appareil qui ventilait. Voilà. Action, omission, dans l'intention première. Vous voyez, l'intention, c'est-à-dire que dans l'acte, dans ce que je fais, l'intention première, c'est de donner la mort, viser la mort d'un malade pour supprimer sa douleur. Vous voyez. Donc j'ai un malade qui souffre et je veux mettre fin à sa vie, lui donner la mort par motif compassionnel. Pour qu'il y ait une euthanasie, il faut que ça soit sur un malade, une personne en fin de vie, et que le motif soit supposé compassionnel, en vue de supprimer une souffrance. Mais le moyen qu'on utilise, c'est radical, pour plus qu'il y ait de souffrance ou tuer la personne. C'est radical. Première définition. Deuxième définition, qu'on trouve dans les documents de l'Église, l'euthanasie, c'est quoi ? C'est tout comportement, actif, passif, volontaire, involontaire, dont l'objectif est de provoquer la mort d'une personne gravement malade. Vincent Lambert était une personne qui était quand même gravement malade. Donc il me semble que ça rentre là-dedans, ce qu'on a fait sur lui. On a posé des actes, on a renoncé des actes médicaux volontairement pour provoquer la mort. Ou souffrant d'un handicap, rajoute. Tout comportement dont l'objectif est de provoquer la mort d'une personne gravement malade ou souffrant d'un handicap, lorsque le mobile, c'est-à-dire ce qui nous motive à le faire, est de lui épargner des souffrances. On pourrait dire, si la formule n'était pas trop abrupte, toute forme d'homicide pratiquée intentionnellement pour mettre fin à des souffrances. Donc dès que vous voulez commettre un homicide, c'est-à-dire vous mettez délibérément fin à la vie d'une personne humaine pour éviter des souffrances, ça rentre dans la définition de l'euthanasie. Vous voyez, vous avez la grande catégorie l'homicide, il y en a plein, homicide passionnel, et dedans il y a les euthanasies. Autre forme d'homicide, quand c'est sur des enfants à naître, ça s'appelle l'avortement. Ouais. Donc c'est des formes d'homicide. L'euthanasie, c'est une forme particulière. Ça considère personne handicapée, malade, en fin de vie. Dans le but, évidemment, toujours, alors évidemment, on ne tue pas pour plaisir. On estime que c'est le seul acte qui reste pour supprimer des souffrances. Oui, ils ne sont pas des bourreaux. Enfin, les médecins qui pratiquent ou qui posent leur d'acte ne le font pas par plaisir. Enfin, il y a l'idée qu'on est contraint par la souffrance. Alors, pour cela, il faut bien distinguer donc l'euthanasie, vous avez compris, de ce qu'on appelle des décisions de renoncer à l'acharnement thérapeutique. Lorsqu'on renonce à l'acharnement thérapeutique, à une obstination déraisonnable, on ne fait pas d'euthanasie, en théorie. L'Église reconnaît qu'il y a des pratiques médicales qui ne servent plus à rien. Il y a des cas, je vous expliquais, où, autrefois, on voulait guérir à tout prix, et donc ça a traumatisé des familles, parce que vous aviez votre... voilà, j'imagine, je suis votre père, je suis à l'hôpital, il y a un cancer, je suis branché de partout, il y a encore des perfusions de chimiothérapie, et je suis en train de mourir, j'agonise. Donc c'est-à-dire qu'on continuait à donner des traitements curatifs, thérapeutiques, sur des personnes dont les corps étaient épuisés, donc ça ne servait plus à rien. Donc ça traumatisait des personnes, en disant, mais on s'acharne, vous voyez, d'où la formule acharnement thérapeutique. Il y a un acharnement, laissez-le mourir tranquille. Voilà. Donc lorsqu'on a décidé d'arrêter des traitements
et de laisser mourir la personne, c'est-à-dire on ne la fait pas mourir, on accepte la mort qui est là. Il y a un moment où le médecin, la personne, l'équipe médicale sait que, peut vous dire, voilà, l'organisme est en train ne fonctionne plus, les fonctions ne fonctionnent plus ensemble, ce n'est plus intégré, la mort est en train de faire son processus. Bon. Donc accepter que la mort vienne, c'est-à-dire laisser mourir, ce n'est pas faire mourir, ce n'est pas une euthanasie, vous comprenez? Simplement, on refuse de rentrer dans une logique d'acharnement thérapeutique, d'obstination déraisonnable. Si ça avait été le cas pour Vincent Lambert, imaginons que son état se soit dégradé, qu'il n'arrive plus à respirer par lui-même, que tout d'un coup, l'alimentation, ça ne marche plus, il n'arrive plus à... et que toutes les fonctions vitales sont dans la zone rouge, enfin que, bon, ben, là, il aurait été légitime de le sédater. Oui, parce qu'il était vraiment en fin de vie. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous voyez? Or, les partisans de l'euthanasie vous diront, oui, mais à l'hôpital, lorsqu'on arrête l'obstination déraisonnable, qu'on débranche les personnes, qu'on arrête de les alimenter, ou qu'on les sédate en fin de vie, c'est une euthanasie qu'on fait. C'est une euthanasie masquée, mais c'est une euthanasie parce que ça leur donne la mort. Et non, ça ne leur donne pas la mort, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la mort qui tue. Excusez-moi l'expression, c'est le processus qui est là. Quand il y a euthanasie, c'est autre chose. C'est un acte ou une omission. C'est-à-dire il y a quelque chose qu'on a voulu, ça provient de la volonté humaine. Dans le cas de Vincent Lambert, on a voulu arrêter donc, les soins qui, de fait, le maintenaient en vie. Donc, vouloir cela, c'est provoquer la mort. Oui. Provoquer la mort. Alors que le processus de mort n'était pas enclenché. Oui. Donc là, je pense que ce cas-là rentre dans le cadre d'une euthanasie. D'où la gêne de beaucoup de médecins, de beaucoup d'opposants, catholiques, pas catholiques d'ailleurs, à l'euthanasie, qui ont dit oulala, c'est terrible à Vincent Lambert pour la cause des soins palliatifs, par exemple, qui est une autre vision de la médecine, qui lutte contre l'euthanasie, c'est-à-dire qui essaie d'accompagner jusqu'au bout dans la dignité les personnes pour qu'elles meurent dignement, sans obstination déraisonnable, entourées des meilleurs soins, des meilleures équipes, en disant, voilà, là il y a une brèche, on a mis un coin dans la législation française, il y a un avant et un après Vincent Lambert. C'est pour ça que c'est important de revenir ce soir dessus, il y a un avant et un après. Que vont devenir les 1700 autres personnes dans cet état-là? C'est pas beaucoup, 1700, en France. Peut-être qu'on s'en fiche, peut-être que la société s'en fiche. Mais nous, on s'en fiche pas. Ce sont des êtres fragiles, ce sont des personnes qui n'ont plus de voix, qui ne peuvent pas s'exprimer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que c'est d'autres Vincent Lambert en perspective? Est-ce qu'on estime qu'eux aussi, on peut les euthanasier légalement? Oui. Alors, et pourquoi d'ailleurs s'opposer à l'euthanasie? Pourquoi? Vous me direz, voilà, certains défendent l'euthanasie. Voilà, parce que certains disent, on n'a pas choisi de naître, d'accord, mais on a le droit de choisir choisir la manière dont on quitte ce monde. Je n'ai pas choisi d'entrer dans le monde. Donc certains disent, au plan de l'autonomie personnelle, on est tous des sujets libres, on doit pouvoir choisir sa mort. C'est un droit fondamental. Et donc actuellement, les partisans de l'euthanasie, vous avez entendu parler du nom du député Jean-Louis Touraine, celui qui est entre autres promoteur des lois sur la PMA pour toutes, donc vraiment un militant du progressisme, je mets des guillemets, sociétal. Donc il milite pour la PMA, l'euthanasie, et je crois qu'ils avaient signé une tribune, le 28 février 2018, à l'initiative du député Jean-Louis Touraine, toujours le même, 156 parlementaires, c'est pas mal, ont dénoncé le mal mourir en France et le caractère inégalitaire et liberticide, qui va contre la liberté, qui tue la liberté de notre loi, parce qu'elle refuse la reconnaissance d'un droit au choix. Et il demande donc de reconnaître la possibilité de bénéficier en fin de vie d'une aide active à mourir. Aide active à mourir, c'est-à-dire d'une euthanasie. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nomme jamais les choses. On ne dira pas euthanasie, parce que d'abord ça sonne mal, euthanasie, ça sonne mal, c'est vrai. Excusez-moi pour le jeu de mots qui est malvenu, mais le fait, c'est les premiers à l'avoir mis en œuvre de manière un peu systématique quand même. Ils ont essayé sur les handicapés. C'est efficace. Donc on nomme pas, on aide. Aide, c'est positif, une aide. Action, c'est positif. À mourir, c'est un peu moins. Une aide active à mourir. On va vous aider à mourir activement et dignement. Terme positif toujours. Comme on ne parle jamais d'avortement, on parle d'interruption de grossesse. Voilà. On ne nomme pas les choses. L'Église le dit, dans le pape Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, dit, il faut avoir le courage de nommer les choses. Je crois que c'est Camus qui disait, mal nommer les choses rajoute au malheur du monde.
si on ne nomme pas les choses, voilà. Il faut le dire, ils veulent l'euthanasie, très bien. Au nom, alors de quoi? Intéressant, l'idée c'est la liberté. Principe de liberté. Même l'État ne peut pas décider à ma place. Or, de fait, ils estiment que la loi actuellement décide à ma place. Même quand j'ai envie de mourir, on me l'interdit. J'ai envie de mourir parce que j'estime que, vous entendez en Belgique où c'est possible, les personnes se disent maintenant je suis assez vieux, je n'ai pas envie de me voir vieillir et dégrader. Donc elle a été euthanasiée. Ou telle adolescente qui avait des problèmes psychologiques peut-être, je ne sais plus lesquels, a été euthanasiée. Vous ne pouvez pas vivre avec sa souffrance psychologique. Voilà. Bon, là on respecte la liberté de choix. Voilà. Donc militance en vue d'un droit nouveau qui n'existe pas. Il y a un droit à la vie, mais il n'y a pas de droit à mourir ou à choisir sa mort. Alors il faut l'entendre, voilà. Alors ça peut se comprendre, nous on a un peu de mal à comprendre chrétien, parce que nous on vit dans l'espérance, pour nous notre vie elle est quand même polarisée par la vie éternelle, enfin, il y a quelque chose de... Il y a quand même l'idée que ça ne nous appartient pas non plus, on a quand même le sens du mystère, il y a ça. Bon, mais ça ne marche pas quand on dialogue avec... mais ça c'est le soubassement théologique, on a vu le fond de la chose, quand vous avez évacué Dieu de votre vie, c'est sûr que la vie ça n'a pas de sens. Et il y a un moment... pourquoi continuer à vivre quand on a dans des états extrêmes, extrême vieillesse, handicap, maladie, vous voyez? Je crois que c'est normal qu'une société comme la nôtre qui s'est déchristianisée, qui n'est plus chrétienne, je crois qu'on est, objectivement, on est 1% de pratiquants en France, donc on est 1% de catholiques pratiquants qui se confessent, qui vont à la messe, c'est ça catholique, 1%. Donc la société n'est plus chrétienne, donc Dieu ne fait plus partie de notre environnement et on peut comprendre qu'on en arrive donc à vouloir à un moment mourir, à choisir sa mort. Voilà. Mais évidemment, quand on est contre l'euthanasie dans l'ordre public, on a un politique par exemple, ou un citoyen, c'est pas ça. L'argument le plus fort à mon avis, c'est que dans notre manière d'organiser la vie en commun, il y a des interdits fondamentaux, ce ne sont pas des tabous, mais qui sont interdits, des interdits, il y a des lois, des prohibitions qui sont vieilles comme le monde, et il y en a une qui dit tu ne tueras pas l'innocent. Tu ne mettras pas à mort l'innocent. Tu ne tueras pas. C'est pas qu'écrit dans la Bible, c'est présent dans beaucoup de cultures. L'idée qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Il y a un acte qui est odieux qu'on ne peut jamais vouloir, qui est de prendre la vie délibérément d'un innocent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ça va contre l'idée de l'humanité. Les êtres humains ne tuent pas. D'abord, ils peuvent s'entretuer entre eux, mais ils ne s'entretuent pas, ils ne tuent pas les innocents. On peut tuer peut-être en cas de conflit, on est agressé. Enfin, on ne va pas être au bisounours. Il y a des fois, on est contraint à user la violence. Mais la violence, c'est-à-dire à l'encontre de quelqu'un qui est innocent, qui n'est pas un agresseur, qui n'est pas un militaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est, vous voyez, et c'est aussi vieux que dans le serment d'Hippocrate. Je ne sais pas s'il y a les médecins, mais dans la version antique, la vraie version du serment d'Hippocrate, le médecin s'engage à ne jamais donner la mort à son patient. Jamais, ni faire l'avortement, ni jamais donner la mort, délibérément. Avec l'idée que c'est quelque chose qu'on ne peut pas franchir. Vous voyez, c'est un peu le marqueur d'humanité. D'ailleurs, on le voit bien, quelqu'un passe du côté de l'inhumain ou de la bête lorsqu'il commence à tuer des innocents. Vous voyez tous les films, le méchant, c'est celui qui tue les gentils, enfin les innocents. Oui. Non mais, c'est bête, mais c'est un marqueur anthropologique, quelque chose, oui. Et ça, c'est inscrit dans notre droit, normalement. On n'a pas à tuer, personne n'a le droit de vivre le mort sur les innocents. Et c'est la base aussi, c'est le non-dit, mais c'est la base de toute pratique médicale. Pourquoi? On parle de pacte d'alliance. Quand on est malade ou quand on est en rapport avec un médecin, il y a une relation qui s'établit. Il y a l'un qui est le médecin, qui a le savoir, et l'autre qui est le patient, qui est malade. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Il y a ce qu'on appelle un pacte, qui est tacite, qui n'est pas écrit, où je sais que celui à qui je m'adresse, moi qui suis en position de fragilité, le malade, va m'écouter, va faire de son mieux pour déployer sa science médicale à mon profit, et surtout ne me donnera pas la mort. Que la main qui me soigne n'est pas la main qui va me tuer un jour, qui va me piquer. Vous voyez, l'interdit de l'euthanasie en médecine fonde, est la base, fonde la confiance. Je sais que je peux me remettre en toute confiance, je peux lui donner ma vie, je remets ma vie entre ses mains, il fera ce qu'il peut dans son pouvoir, je ne demande pas de me sauver, mais il ne me donnera jamais la mort. Voilà. Or,
hein, si on va vers l'euthanasie, on change aussi la définition, à mon avis, de ce que c'est que la médecine. Et pour ça qu'il y a beaucoup de médecins, d'infirmiers qui régulièrement signent des pétitions disant nous n'avons pas choisi ce métier-là pour donner la mort, mais pour être au service de la vie. Vous voyez, donc on touche à des choses très fondamentales. Je pense que là, c'est l'argument, à mon avis, un des arguments le plus fort. Alors, est-ce que ça veut dire que ce droit à la vie qui est premier, qui fonde aussi le pacte de confiance dans la démarche légale, est-ce qu'il est liberticide? Est-ce qu'il va à l'encontre des libertés? Bah oui. En tout cas, de certaines conceptions de la liberté. Je ne pense pas qu'il va contre la liberté en soi, mais certaines conceptions où on estime qu'être libre, c'est pouvoir choisir tous les possibles, et même choisir le mal, c'est-à-dire de mettre fin à sa vie. Si je suis vraiment libre, je peux tout choisir. Moi, je pense que j'ai une autre vision de la liberté. Est vraiment libre celui qui choisit le bien, qui sait discerner parmi toutes les situations de la complexité du monde, quel est le bien à faire. Voilà. Donc la loi qui protège la vie, jusqu'à présent la loi interdit l'euthanasie, c'est toujours le cas en France, certes s'emballer contre certaines libertés, mais finalement elle ne va pas contre la liberté, elle promeut un bien bien plus fondamental qui est la vie, et la vie des personnes innocentes, et des personnes comme Vincent Lambert, des personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas se défendre. Hein, parce qu'en général, quand ces lois passent, ceux qui trinquent, c'est les innocents, ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et Vincent Lambert, on lui a prêté, on ne sait pas qui attend, les parents disaient il était contre, sa femme était pour, on ne sait pas. Enfin, même s'il avait été pour l'euthanasie, normalement, ce n'est pas la mission du médecin de le mettre à mort. Voilà. Donc là, il y a un petit changement qui s'opère, mais malheureusement, c'était déjà en germe dans la loi, la dernière version de la loi, parce que la loi avait, en intégrant un nouveau droit qui s'appelle le droit à la sédation profonde. Autrefois, les médecins faisaient des sédations, on l'a toujours fait. C'est quoi une sédation? Quand vous souffrez trop, qu'on ne peut plus vous calmer avec des traitements habituels, il ne reste plus qu'à vous endormir. Enfin, en tout cas, à plonger dans un état de conscience minimal. De fait, quand on dort, on a un peu moins mal. Et c'était des pratiques qu'on utilisait de manière... oui, le médecin, il a l'expérience, il sait au tact, il voit bien qu'il y a des situations, là, il ne reste plus que ça. Voilà. Et beaucoup de gens l'ont demandé comme un droit, en disant, nous, on veut que ce ne soit pas le médecin qui décide si c'est une procédure médicale, mais que la loi a suivi, et donc maintenant, c'est un droit. Toutes les personnes malades ou en fin de vie ont le droit de demander une sédation. En des cas, il n'y a pas de problème, hein, mais ça veut dire, la loi prévoit aussi que lorsqu'on est dans un état que l'on juge soi-même déraisonnable et qu'il n'est pas objectivement, on pourrait demander, dans certaines situations, alors après un dialogue, il faut dialoguer avec le médecin, avec le médical, c'est pas comme ça. Voilà, donc des personnes qui estimeraient que leur vie, même si elles ne sont pas en fin de vie, mais par exemple très malades, très grabataires, pourraient demander d'être endormies. Or, la loi prévoit que lorsqu'on leur endormit de manière continue, eh bien, on nous supprime l'alimentation de nutrition. Donc, ça s'accompagne de la mort. Donc, ça veut dire que c'est une façon de demander l'euthanasie. Ça peut devenir une façon cachée de demander l'euthanasie. Et dans le cas des personnes avec handicap, comme Vincent Lambert, qui ne peuvent pas s'exprimer, eh bien, la loi peut être interprétée, cela a été interprété en cancer, comme le handicap semble être un cas d'obstination déraisonnable. Vous voyez ? Donc la loi, pour ça quand la loi est sortie en 2016, il y a beaucoup qui ont dit, oulala, ces articles-là, ils peuvent être très bien interprétés, mais ils peuvent être interprétés dans un sens euthanasique. Et je pense que c'est le cas pour l'affaire Lambert. Hein, la loi, donc comprenez-moi bien, la loi ne reconnaît pas l'euthanasie, mais certaines dispositions de la loi, surtout dans les articles 2 et 3, il me semble, enfin les deux ou trois dispositions liées à l'obstination déraisonnable et à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, accompagnée de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. Oui, c'est un peu technique, il faut lire ça de près. Eh bien, ces dispositions-là peuvent être interprétées dans un sens euthanasique. Vous voyez, donc, on a entrouvert une porte. J'ai peur que maintenant... on voit bien comment les autres... vous voyez bien comment ça se met en place, les lois sociétales. Donc, je pense que la logique juridique va faire que petit à petit, on va reconnaître des exceptions à l'interdit de l'euthanasie au début. Petit à petit, de l'exception, on passe au droit. Alors, encadré évidemment par des procédures collégiales, on va demander 15 fois l'avis aux personnes. Mais ça s'est passé ailleurs en Europe, c'est le cas en Belgique, en Suisse d'une certaine manière, ce n'est pas les médecins qui le font, mais c'est les associations. Enfin, c'est vous qui ingérez le produit par vous-même.
mais on devrait y aller. Voilà, alors pour finir, derrière la Vincent Lambert, finalement, hein, il y a, ça dit quelque chose sur l'évolution de la société. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le CESE, un truc qui ne sert à rien, qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Vous savez, c'est un truc, normalement, quand vous avez une pétition d'1 million de personnes, vous pouvez saisir le CESE qui saisit. Donc je crois que pour le mariage pour tous, il y a une pétition. Ah non, bah là, ça ne marche pas, là. Il y a 1 million de signataires, mais ça ne marche pas. Là, on ne peut pas saisir le CESE. Bon. Le Conseil économique, social et environnemental, le 10 avril 2018, propose un droit à une sédation profonde, explicitement létale. Donc le Conseil a dit, non seulement il faudrait qu'il y ait un droit à la sédation létale, donc vous pouvez demander si vous estimez que votre vie a trop vécu, mais explicitement létale, c'est-à-dire en vue d'obtenir la mort. Quoi. Voilà. Et les chiffres semblent parler aussi d'eux-mêmes. 89% des Français semblent favorables à l'euthanasie, le suicide assisté ou l'aide active à mourir. Ça dépend comment on pose la question. L'ennui, c'est que le questionnaire, en plus, c'est toujours compliqué parce qu'on ne vous dit jamais si vous êtes favorable à l'euthanasie. On vous dit, est-ce que vous êtes favorable à mourir dans la dignité? Ah oui, oui, on est tous d'accord. C'est-à-dire être aidé à mourir dans la dignité. Oui, oui. Alors, sans doute compris dans le sens euthanasique. Mais on peut être aidé à bien mourir aussi avec des soins palliatifs, c'est-à-dire accompagné, à bien vivre sa mort. Donc, quand même, vous voyez, donc 90% quasiment des Français sont plutôt favorables. Donc, ça va plutôt aller dans ce sens-là. C'est intéressant de voir comment maintenant les esprits sont formatés, la société est formatée. Hein. On le voit bien d'ailleurs. Hein. Vous avez vu au moment de Vincent Lambert, avant ou après, le nombre de reportages larmoyants sur les grandes, je sais pas, vous regardez pas le journal télé, mais TF1, France 2 ou LCI, vous avez toujours des reportages ou sur la PMA, hein, c'est le même principe. À ce moment-là, on vous présente un couple de lesbiennes formidables, qui de fait sont alors sympathiques, hein, on aimerait bien leur ami, qui éduquent des enfants mignons comme tout, qui ont été fabriqués, on ne sait pas trop comment, par GPA ou CA, et vous avez envie de pleurer, de compatir. Ah, vous êtes touché. Voilà, comme ça qu'on fabrique l'opinion. Et à mon avis, le premier de fabrication de l'opinion, c'est pas pour vous, mais c'est pour vos parents. Plus belle la vie. Plus belle la vie, vous connaissez? Alors, c'est nul. Sauf que c'est l'émission, c'est sans doute le feuilleton le plus regardé en France à 20h. Je crois que c'est 20h. Tout le monde le regarde. Ceux qui ont l'âge de nos parents ou de nos grands-parents, hein, regardent Plus belle la vie. Et là, dans Plus belle la vie, vous avez toujours tout. Les couples lesbiens, l'euthanasie, la PMA, tout. C'est-à-dire qu'ils défendent toutes les causes avant qu'elles arrivent. Et c'est très intéressant, c'est que il y a un pouvoir de l'image. Alors des fois c'est un peu choqué parce que ils avaient défendu le triolisme dans les pratiques sexuelles. Bon, je vais faire un dessin, un truc à 3. Donc les gens disent quand même c'est un peu trop, ça va un peu trop loin là quand même. On n'est pas prêt. Mais par contre l'euthanasie, voilà. Non, c'est intéressant de voir que des émissions grand public présentent ça de manière totalement naturelle, vous voyez. Et donc ça vaut plus que n'importe quel discours théorique, vous voyez. Donc il y a aussi un travail de la culture qui se fait. Alors je ne veux pas être pessimiste. On est mal barré. Alors on n'est pas mal barré parce que, je vais finir là-dessus, la plupart, je crois, des médecins, des infirmières, du personnel soignant, globalement, sont contre les pratiques euthanasiques. Je ne crois pas on voit bien alors des infirmiers avaient signé des pétitions contre, il y a beaucoup de médecins qui sont contre. Tous ceux qui travaillent en unité, qui travaillent dans le domaine palliatif, donc dans le soin apporté aux personnes malades et handicapées, évidemment, eux sont une autre vision de la médecine, donc respectueuse de la vie, et sont contre. Et donc il y a quand même un mouvement très fort en France. C'est pour ça que je pense que ça va résister encore un petit moment. Hein, parce que ça va résister. Parce qu'il y a quand même une culture en France, on est quand même les leaders dans ce domaine-là, de la culture palliative. Mais il y a aussi des lobbies très forts, et politiques. Les francs-maçons sont derrière aussi, hein, Jean-Louis Touraine en fait partie, pour la reconnaissance d'un droit à la mort. On continue justement à poursuivre les personnes que vous citiez qui tuent dans les anges de la mort. Il y a encore des procès. Oui. Alors, du coup, il y a une incohérence. Non, parce que de fait, le cas Lambert, c'est vraiment limite. C'est difficile d'un point de vue légal, dans la mesure où la législation, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État estimait que le jugement qu'ils avaient posé un jugement sur la situation adaptée. Donc, ce n'est pas un cas d'euthanasie. Ils ont estimé ils ont mis fin à une obstination déraisonnable. Ils n'ont pas mis. C'est là où je considère, moi, c'est là que le jugement est. Voilà.
c'est vrai que c'est complexe, on est d'accord, la fin Lambert, mais je ne comprends pas quand même que l'argument, le fait qu'il n'était pas en fin de vie, que le handicap, alors c'est le cas de ce qu'on appelle situation de vie extrême, il semble-t-il, ça fait rentrer dans la jurisprudence le fait que des formes de vie extrêmes, le fait comme un état très prolongé, de coma très prolongé comme le sien, semble être vu comme quelque chose de maintenir une forme de vie comme ça, comme chose de devenu déraisonnable. Voilà, mais en tout cas, à cause du jugement, le fait qu'on a reconnu que le jugement, ça passe pas pour une euthanasie. Le fait, donc tout acte qui évolue, qui sont clairement des euthanasies, sont toujours condamnés. Hein, la France le condamne. Mais de fait, il y a un paradoxe. Mais les paradoxes, ils sont aussi, comme on va reconnaître des droits à l'enfant à naître, par exemple, si son père meurt, il ne pas les droits d'hériter. Il y a des droits dans l'ordre de la succession. On considère qu'il est une personne sur certains aspects et pas sous une autre. Oui, le droit, il n'est pas toujours bien articulé. Enfin, il y a des choses. Pareil, quand il y a un accident de voiture et que la maman voilà. qui est enceinte, il y a double homicide. Voilà, selon l'âge du bébé. Voilà, c'est ça. Alors que si le bébé avait une trisomie, on peut le tuer l'enfant de sa mère jusqu'à 9 mois. Hein, on peut faire un avortement thérapeutique. Donc on considère le cycle, c'est pas une personne. Vous voyez. Donc il y a des incohérences dans notre droit. C'est le problème du droit positif français, c'est qu'il est de moins en moins connecté au droit naturel, à la réalité, et ça devient une grosse usine. Donc il y a des incohérences. Vous voyez, il y a des incohérences de ce côté-là pour l'euthanasie en tout cas. Enfin, globalement, n'ayez pas peur. Normalement, on ne va pas vous piquer. Enfin, vous êtes malade. Enfin, vous avez vu, pour arriver à la décision de Vincent Lambert, c'est des années. Et quand même des personnes, je pense, compétentes. Alors je ne sais pas si, je ne peux pas dire si dans la procédure collégiale, il n'y avait pas des gens qui militaient aussi pour, je ne peux pas juger les intentions, mais c'est quand même des personnes compétentes et ça ne s'est pas décidé comme ça. Hein. Un arrêt de traitement, c'est une procédure qui ne se prend pas comme ça, du jour au lendemain. Hein. Il y a quand même des garde-fous. Hein. C'est bien prévu. Ouais. Est-ce que finalement, l'euthanasie, ce ne serait pas une vision de l'eugénisme parfait ? Non, l'eugénisme, c'est pas ça. L'eugénisme, ça touche à la sélection, l'amélioration de la race. Du coup, sélectionner. Non, là, formellement parlant, c'est pas ce qu'on appelle l'eugénisme, non, simplement d'euthanasie. C'est plutôt, à mon avis, on est plutôt dans la déviation de la compassion. On est plutôt ce que dit Jean-Paul II. Avec l'euthanasie, on rentre dans la déviation de ce qu'est la compassion. La vraie compassion, dit Jean-Paul II, ne tue pas, quand on est vraiment compatissant, on ne tue pas celui qu'on aime. On l'accompagne, on le soutient. Et donc faire passer l'euthanasie pour la compassion, c'est la déviation. Vous voyez, quelque chose qui est... c'est plutôt de ce côté-là, une perversion de la compassion. Compassion mal comprise. Après, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué d'être présent tous les jours, pendant des années. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des équipes qui prennent en charge aussi les familles et qui soutiennent. Voilà. Ça dit je crois, plutôt quelque chose de l'état de notre culture, où on perd le sens de la vie, le sens de l'existence, le sens de la fragilité, le sens aussi que la société elle est faite pour défendre les plus vulnérables et les plus fragiles, et que c'est au nom du service des vulnérables qu'à cause d'eux, bien, on doit tout faire pour leur permettre de continuer à vivre et non pas les supprimer. Qui est-ce qui, dans un état comme Vincent Lambert, a le plus de poids dans notre vie ou dans le changement des soins qu'on pourra avoir? Est-ce que c'est plus la mère, est-ce que c'est plus la femme ou le fils? Le poids, c'est-à-dire dans la décision? Oui, ça va penser. Alors, c'est ce qu'on appelle la personne de confiance en termes techniques. C'est-à-dire que vous avez dans vos droits, hein, on a tous les mêmes droits ici, quand on sera malade. Normalement, lorsqu'on a une procédure un peu lourde, il faut que, si possible, on laisse un testament de vie ou ce qu'on appelle des directives anticipées. Donc, si jamais on perd conscience, on peut laisser des directives. Voilà, dans telle situation, j'estime que si vous découvrez en plus un cancer, ne commencez pas de traitement. Voilà. Bon, on peut lister un certain nombre de souhaits qui ne sont pas forcément suivis par l'équipe médicale, mais de souhaits qui disent quelque chose de notre volonté. Et deux, on doit désigner une personne de confiance, quelqu'un qui sera mon porte-voix, qui dira ce que j'aurais voulu à ma place quand je ne peux plus parler. Et donc je pense que Vincent Lambert avait sans doute désigné sa femme. Alors sans doute pas, ou en général, l'équipe médicale se tourne vers la femme. C'est le premier. De fait, la femme a plus de poids dans l'ordre. On va du proche en plus proche.
D'un point de vue juridique, je pense que c'est l'épouse qui est la première qu'on consulte. Et c'est pour ça que les parents ont moins de poids, la fratrie a moins de poids. Ils ont un poids, mais qui est moindre. On va de proche en proche. Voilà. Après, c'est compliqué. Hein. Il y a des cas, on découvre que lui est en instance de divorce et que c'est peut-être la maîtresse qui est le plus en. C'est la personne avec qui, en vrai, c'est compliqué. Dans le droit, il considère qu'à partir il considère en fait en l'état comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si Ouais. on voit que justement il est en instance de divorce, ils vont se reporter sur ce qui est plus proche, donc en général c'est la famille. La famille. Et il considère aussi si le mariage est très récent, par exemple si c'est moins d'un an ou il y a un timing Ouais. qu'ils doivent respecter, et si c'est un mariage récent, ils vont aussi se tourner vers la famille. Qui connaîtra mieux la personne, ouais. C'est ça. Donc c'est ça, selon ça dépend en fait à chaque fois des la nature du lien, ouais. La nature du lien. Sauf s'il y a une personne de confiance qui a été désignée. Mais c'est rare, hein. En général, il n'y a que 1 ou 2, il y a 2 ou 3% de Français qui ont désigné une personne de confiance et qui ont fait un testament de vie. Donc la grande majorité, il n'y en a pas. Donc pour ça qu'on se tourne du côté de la famille. Et est-ce que si dans un horaire avait décidé de volontaires, disons qu'il aurait voulu qu'on arrête de nourrir, est-ce qu'il aurait fallu exaucer Les chiffres. Alors, la loi a changé là-dessus. Ce qu'on appelle les directives anticipées sont devenues contraignantes. C'est-à-dire que maintenant, l'équipe médicale est obligée de les prendre en compte. Donc, imaginons que Vincent Lambert a dit, voilà, si jamais je suis en état relationnel, vous arrêtez tout. Bon. C'est contraignant, donc on doit entendre, mais elles ne sont pas opposables. C'est-à-dire qu'on peut aller contre. Et le médecin ne sera pas attaqué par la justice. Donc on n'est pas tenu de les respecter, on est tenu de les prendre en compte. Donc sinon, la loi voulait aller plus loin. Les députés voulaient que ça soit opposable. Hein, c'est ça en termes juridiques, c'est-à-dire que juridiquement, on soit tenu de les suivre, sinon on risquait des poursuites judiciaires. Les médecins ont dit, attention là, on va devenir des exécutants. Et qu'est-ce qu'on fait de notre savoir médical, notre expertise on est quand même apte aussi à juger, plus apte finalement que les malades eux-mêmes, parmi les cas. Donc il y a eu un compromis qui a été fait, on a ménagé la chèvre et le chou, on avait plus de poids aux directives anticipées, mais on a laissé quand même dernier mot à l'équipe médicale et collégiale, ce qui me paraît plus sage. Parce que quand vous discutez avec des gens qui travaillent dans les soins palliatifs, quand quelqu'un dit « je veux mourir », il ne faut surtout pas le tuer tout de suite, enfin surtout pas l'euthanasier. Parce que, premièrement, parce que la plupart des demandes de mort en fin de vie ou dans les cas de handicap, ça ne veut pas dire « je veux mourir », ça veut dire « je souffre, aidez-moi ». Et en général, lorsqu'on prend en charge cette personne, qu'on arrive à traiter, à prendre en charge sa souffrance de manière convenable, à diminuer la souffrance, d'un coup, la demande de mort ne revient plus, dans la grande majorité des cas. Donc c'est des cas très résiduels qui maintiennent leur désir d'avoir recours à l'euthanasie. C'est ça qu'il faut aussi savoir. Ça, on ne le dit pas, hein. On lit très peu ça. Dans les médias, on vous présente, il y a des gens qui veulent demander de manière massive. Voilà. Hein, ça, c'est un truc de base, je crois qu'on apprend dans les soins palliatifs. Toute demande de mort ne correspond pas à une demande d'euthanasie. C'est plutôt un appel à l'aide. Comme les gens qui se suicident, ils ne veulent pas forcément mourir, c'est simplement qu'on les écoute. Donc ils font une tentative. Voilà, ceux qui font une tentative et qui s'y prennent mal, c'est qu'ils veulent qu'on les écoute. On ne leur dit pas, écoute, la prochaine fois je vais t'aider parce qu'elle n'était pas très douée. Vous comprenez, il y a un mal-être qui s'exprime. En disant je veux mourir, ça veut dire mais docteur, j'en peux plus, c'est trop lourd, aidez-moi. Voilà. Moi je vous invite, pour l'instant ça ne concerne pas trop, mais renseignez-vous, les lois, on peut lire ça en ligne, les J-France, il y a des sites. Il y a des bons Alliance Vita, par exemple, a des très bons décodeurs sur les lois bioéthiques. Vous connaissez le site Alliance Vita. Dès que vous avez une nouvelle loi, vous avez un décodeur, c'est-à-dire qu'ils prennent les articles et ils les lisent d'un point de vue moral, une raison catholique. Ça vous donne un recul pour aider à construire votre jugement. Connaissez vos droits. Hein, lorsque vous serez accompagné un proche, vous savez, ça peut arriver très vite. Hein, la fin de vie, ça nous considère tous. Hein. Enfin, on sera tous touchés par ça. Hein. On sera tous accompagner nos parents un jour. Votre époux, moi j'ai accompagné un couple, voilà. La vie, on ne sait pas. Donc connaissez vos droits, d'abord vos droits, ce à quoi vous avez droit, connaissez les pratiques, aussi comment vous protéger s'il y avait des dérives possibles, voilà. Hein, soyez pas démunis. Hein. Pareil pour tout ce qui touche au début de la vie, les femmes et les couples, lorsque vous aurez des enfants, tout ce qui est les tests, diagnostics prénataux, les tests obligatoires ou pas,
Oui, pour pas rentrer sur les coups que vous découvriez quand vous avez fait un test pour savoir, après on vous a pas demandé, en fait, il va être très ennuyeux votre enfant. Donc si vous faites, vous le gardez pas. Enfin, il faut être préparé. Donc renseignez-vous aussi sur les pratiques légales, médicales, ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas. Pour pas, parce qu'après, quand on est dans des états quand on est dedans, on ne peut pas réfléchir. On est tellement pris par l'émotion. Oui. Donc c'est bien de s'y préparer. Ce soirée, c'est un des buts, c'est d'arriver à voir poser les choses de manière. Faites-vous accompagner aussi. Si jamais ça vous arrive, vous accompagnez un proche, faites-vous accompagner par des gens compétents. Il y a des équipes pour ça, il y a des bénévoles. Faites-vous conseiller. Restez pas seul. Voilà. Pareil pour les cas de. C'est une grossesse difficile. Je pense aux femmes qui sont ici. Ou si on vous annonce quelque chose de terrible, faites-vous accompagner, allez voir des personnes qui ont connu ça. Ouais. Restez pas seul avec quelqu'un qui était bien intentionné, qui a la loi pour lui, mais qui n'a pas forcément de tact. Moi, j'ai entendu des histoires terribles. On vous annonce comme ça, vous avez un cancer sans tact, sans rien. Ah oui, il reste 3 mois. Il y a des médecins qui sont. Ou que votre enfant est peut-être porteur des pires maladies, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc restez pas seul, oui. Soyez conscient que dans ces domaines-là, on peut être amené à porter des choses lourdes. Voilà, écoutez, on va quand même finir sur une note positive, mais restons dans l'espérance, luttons notre propre moyen, formez-vous, et puis il faut développer une culture, je pense. Le meilleur remède, c'est. Notre société, elle est paradoxale. On fait des lois magnifiques pour les handicapés, et puis à la fois, quand ils sont certains dont on estime qu'ils ne doivent plus vivre. Vous voyez, voilà, donc il faut militer dans un sens, pour la culture palliative, pour la reconnaissance du handicap, la place des fragiles.